Alors, j'ai aujourd'hui le plaisir de discuter, d'échanger avec une femme d'exception, Valérie Zapico. Bonjour Sana. Bonjour Valérie. Une femme dans les technologies, elles sont rares, une experte dans les big data, Mhm. mais aussi une femme engagée pour une société meilleure. Alors Valérie, tu es la fondatrice de la société Valkuren. Ouais. C'est quoi Valkuren? Alors Valkuren, c'est une entreprise spécialisée sur la mise en valeur des données pour les entreprises afin de leur permettre d'optimiser leur processus D'accord. ou d'améliorer leur performance commerciale ou leurs différents process de manière générale au sein de l'entreprise. D'accord. À partir des données qu'elle possède, Ouais. donc des données financières, RH, de vente, e-commerce, etc. Mais aussi avec des données externes qu'on peut récupérer sur de l'open data ou Oui. de la météo ou des choses comme ça. Ok. Alors, le slogan de Valkuren, c'est Unlock the Power of Data. Voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que les data, c'est l'or noir du 21e siècle. Exactement. Voilà, c'est les data qui donnent le pouvoir, qui donnent les informations, qui peuvent... ce qui se passe, c'est que souvent on pense, maintenant je ne sais pas si c'est vrai, tu vas nous le dire, que les big data, c'est quelque chose qui est spécifique aux grosses boîtes. C'est les grosses boîtes qui ont les moyens pour aller chercher des big data. Alors, effectivement, les grosses boîtes, les grosses entreprises Oui. génèrent beaucoup de données de par la spécificité de la grandeur de taille. Oui. Mais les plus petites entreprises produisent aussi des données et ont des tas de données dans leur sein, j'ai envie de dire. Si on prend l'exemple d'une PME belge qui est active depuis plus de 15 ans dans un certain domaine, elle a au moins un fichier client avec des rendez-vous, des prises de contact, et donc toute cette historique-là peut aussi servir. Donc j'ai envie de dire, oui, les grandes entreprises, bien sûr, mais pas que. On peut travailler sur le big data avec des PME et même potentiellement des scale-up. D'accord. Alors, je reprends justement ici l'exemple des données des données de clients, donc un CRM ou pas de CRM, parce que de nouveau, toutes les petites boîtes n'ont pas nécessairement un CRM. Quel genre d'optimisation ou quel genre de service comment on peut exploiter ces données-là pour une petite entreprise? Donc, il y a différentes possibilités. Donc, au niveau commercial, vraiment, on peut identifier, en fait, on peut faire des personas, donc identifier vraiment un petit peu plus de manière affinée les identités des clients, pouvoir faire de la personnalisation, voilà. Et ça se travaille avec tout l'historique qu'auront rentré soit les commerciaux, soit qui seront saisis par les personnes dans les plateformes e-commerce ou sur différents moyens. Mais voilà, on peut travailler sur de l'hyper-personnalisation qui va via le machine learning, donc qui va apprendre, qui va continuer à apprendre de lui-même et pouvoir améliorer sa personnalisation au fur et à mesure. Soit voilà, on peut travailler aussi sur l'analyse aussi via les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des réseaux sociaux, elles publient, elles ont un site internet, il y a du Google Analytics, des fois il y a de l'Instagram aussi. Et donc on peut récupérer aussi ces données pour pouvoir justement voir l'impact des campagnes sur le chiffre d'affaires et la réaction du public de manière un petit peu plus identifiable, j'ai envie de dire précise. D'accord. Alors, tu as parlé de personnalisation, de hyper-personnalisation. Donc ça, c'est mettre vraiment le client au centre. Alors, au-delà de ce qu'on croit beaucoup d'entreprises, encore une fois, cette hyper-personnalisation, elle est énormément liée à enfin, tu as parlé de machine learning. Donc, machine learning, c'est de l'intelligence artificielle qu'on ajoute dans ces processus-là. Et quel type, par exemple, d'hyper-personnalisation? Donc, parce que est-ce que tu as un exemple concret en tête? Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est des recommandations, par exemple, sur des sites e-commerce. Comme Netflix, par exemple. Voilà, c'est la même méthode que Netflix. Donc, on a récupéré tous les historiques d'achat. On a récupéré les différents profils de manière à anonymiser des personnes pour établir des profils types. Et donc, en fonction des achats qui ont été effectués,
on arrive à identifier, par exemple, quand toi tu vas aller sur le site, Oui. tu vas commencer à t'inscrire, on va voir que tu es une personne qui a entre tel âge et tel âge, que tu es une femme, et à partir du moment où tu mets tel article dans ton panier, mais on est capable de te proposer une quantité d'articles qui ont déjà été achetés par le même type de personnes, ou les personnes qui ont déjà acheté cet article-là précisément. Donc voilà, on arrive à faire des propositions de manière douce. De plus en plus ciblées et de manière douce à la fois. Voilà, sans faire du marketing intrusif. Exactement. Et ça, c'est vraiment aussi de nouveau faire du marketing un peu plus humain, et, parce que tout le monde en a un petit peu marre de toutes ces intrusions, que ce soit sous forme de notification, sous forme de mail et tout ça qui arrive. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de faire de l'hyper-personnalisation en temps réel? Voilà, dans certains, par exemple, je reviens à Netflix de nouveau, pas seul, Amazon aussi, c'est vraiment en temps réel, on arrive à répondre à une demande, et parfois on dit même en anticipant, enfin on va un peu plus vers le tour, c'est anticiper les demandes. En fait, via les technologies qu'on a mis en place, clairement oui, puisque la personne aujourd'hui va entrer sur ce site e-commerce, va choisir, va mettre dans son panier, et directement ça va de manière automatique lui proposer, en même temps qu'elle a mis dans son panier, les différents articles possibles d'acheter en plus pour elle, qui sont pratiquement dans la même ligne, et donc très intéressants, et pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise tout simplement derrière. Mais donc ça, on a mis en place tout un pipeline où les données sont récupérées sur un cloud, où il y a cet entraînement on va dire de fréquence et de corrélation qui est analysée, donc une grosse matrice qui est analysée en fonction de tous les achats. Et donc, de manière continue, cette matrice est alimentée jour après jour avec les achats qui sont faits au quotidien. Donc, et s'améliore, c'est ça qu'elle apprend en fait. De manière continue, elle s'affine, puisqu'il y a de plus en plus d'achats, de plus en plus de données, et donc derrière, elle peut proposer des recommandations en direct plus pertinentes. D'accord. Alors, pour pouvoir apprendre, il faut des données. Est-ce qu'il y a un set, enfin, je ne sais pas, une quantité parce que c'est ça aussi le problème. Donc, on peut avoir des données de clients, mais qui ne peuvent pas être suffisantes pour pouvoir faire ces corrélations. Moi, je dis que oui, bien sûr, il faut des données, mais c'est à voir au cas par cas. On peut toujours mettre en place un programme, un algorithme, un outil, même s'il n'y a pas assez de données. L'important, ce n'est pas forcément la quantité de données, mais c'est vraiment la qualité des données. Ce qu'on appelle smart données peut-être. Voilà, exactement. Et on peut avoir des milliers de données, mais si elles ne sont pas de qualité, s'il faut tout retravailler pour pouvoir les analyser, là on va perdre énormément de temps sur tout le process de mise en place, et peut-être que ce ne sont pas en plus celles-ci qui sont pertinentes, qui ont un intérêt valable pour l'objectif qu'on s'est fixé, parce que bien entendu il n'y a pas qu'un seul objectif. Ici on a donné des exemples pour tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est e-commerce et tout cela, mais bien entendu il y a tout ce qui est processus interne et tout cela. Donc il faut avoir une stratégie de données, savoir vers quoi on va, qu'est-ce qu'on veut comme toute stratégie avant de mettre en place des choses intéressantes. Alors ici je récapitule, donc les entreprises qui n'ont peu de données, il y a moyen qu'elles puissent déjà exploiter ces données-là. Tout en sachant que installer un process à la base, c'est déjà très intéressant, parce que du coup, on force le formatage et la qualité dès le départ. Voilà, donc c'est l'atout de commencer très tôt au niveau de la mise en place d'un process. Donc ça, c'est très important, même si la quantité de données n'est pas là, mettre en place les guidelines, la gouvernance de ces data qui vont nous permettre ensuite, et l'outil ne pourra que s'améliorer derrière. Donc en fait, aujourd'hui, les entreprises qui n'ont pas de data, oui, bien entendu, elles ne peuvent pas exploiter directement ces data, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent déjà mettre en place une stratégie qui va leur permettre de grandir très très vite et de pouvoir avoir une vision à moyen terme pour dire, alors à partir de ce moment, je peux exploiter, je peux augmenter mon chiffre d'affaires, parce que le but en fin de compte, c'est vers des bénéfices, c'est exploiter le chiffre d'affaires, mais aussi de rendre heureux quelque part le client, parce qu'il n'y a pas d'intrusion, parce qu'on lui offre un service personnalisé, même hyper personnalisé. Et comme on sait aujourd'hui, le client c'est un client hyper connecté et
qui est très difficile, très exigeant. Il ne veut plus être un numéro, il veut vraiment être quelqu'un qu'on sait reconnaître. Voilà, Donc voilà, ça exactement. c'est important. Alors au début, tu as parlé également de données externes, de sources externes. Ouais. Voilà, donc ça aussi, ça pour les entreprises, surtout les petites entreprises qui n'ont pas d'informations, qui n'ont pas de données à elles peuvent aussi compléter leur set d'informations par des informations Voilà. de sources externes. Oui, donc on parle beaucoup d'open data, donc aujourd'hui tous les gouvernements en Europe se sont regroupés sous un projet Gaia X qui va permettre de consolider tout cet open data au niveau de l'Europe. Oui. Donc ça va permettre d'avoir des énormes bases de données qui seront accessibles sur demande bien sûr, mais le flux sera directement disponible et on pourra récupérer beaucoup de données, que ce soit sociologique, transport, météo, voilà, et météo en plus. Donc ça, météo, c'est un petit peu à part parce que c'est aussi souvent privé. Donc il y a du public et du privé dans les data. Donc là-dessus, on est encore sur un petit top Japa. Mais voilà, toutes sortes de données externes peuvent clairement être utilisées et ça se démocratise de plus en plus. On est vraiment aujourd'hui, de manière large, les gouvernements sont prêts à participer à ces choses-là, à mettre en place le partage des données pour les entreprises. Et c'est parce que aussi on remarque qu'en Europe on est aussi un petit peu en retard sur ces choses-là. Oui. Donc, voilà. Donc on a beaucoup parlé d'Amazon pendant le confinement et on essaye de contrer Amazon, mais bon, Amazon a sa stratégie en place depuis des années, sa stratégie à court terme, à moyen terme, à long terme, ils savent vers quoi ils vont. Et voilà, donc ils sont toujours en avance, Google ou d'autres d'ailleurs. Donc le moment est venu ici vraiment pour mettre des stratégies et pour que aussi toute entreprise, petite ou grande, puisse avoir cette stratégie digitale de manière générale, mais surtout les stratégies et de la gouvernance de données qui est hyper importante. Alors tu as parlé également de démocratisation, donc quand on parle de technologie, c'est un point important, parce que la première chose que les entreprises ou les entrepreneurs de manière générale se disent, c'est qu'est-ce que ça va me coûter? Bon, pour moi, c'est une question qui n'est pas la meilleure question à poser, parce que c'est toujours relatif, mais qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place pour pouvoir arriver à cet objectif. Et que d'un autre côté, c'est aussi, on en a beaucoup parlé, c'est la révolution digitale, il y a une accélération, donc il y a une nécessité d'aller vers ces technologies pour pouvoir exister. On l'a vu pendant le Covid, donc c'est une réalité. Mais ça n'empêche, ça reste quand même un point important, donc ce que ça va coûter. Alors pour d'autres technologies comme des logiciels, on a vu tout ce qui est SaaS, donc le Software as a Service, qui a permis aux petites entreprises, aux entrepreneurs d'accéder quasi gratuitement parfois, donc, mais bien entendu la solution, plus on a besoin, enfin on paye selon son besoin, et ça c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des choses similaires pour les data? Alors oui, il y a des choses similaires parce que alors nous on travaille principalement avec les grands providers de cloud qui sont tels que Amazon Web Services, Microsoft Azure. Mais voilà, il y a du Google, il y a du SAP Cloud aussi, parce que ça c'est plus sur les grosses entreprises, bien sûr. Mais chaque chose, si on prend Amazon Web Services et Microsoft Azure, ce sont des clouds qui sont accessibles avec des premiers niveaux de manière gratuite pendant au moins 1 an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet de tester une solution de manière concrète à moindre coût. Donc c'est important. Donc ça c'est vraiment le premier step, c'est pour dire ben voilà, on donne la possibilité aux entreprises de pouvoir tester nos services de manière gratuite pendant 1 an. Et donc, alors il y a des petites limitations au niveau du nombre d'appels, etc. C'est logique, ça c'est toujours le cas, mais ça offre la possibilité, même aux petites entreprises, de pouvoir tester ces outils de machine learning, d'intelligence artificielle à moindre coût. Et dès aujourd'hui, je veux dire. Et probablement aussi de définir un peu leur stratégie, de savoir vers quoi. Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on peut faire. C'est ça la grosse difficulté. Exactement. Donc du coup, ça permet un peu d'identifier qu'est-ce qu'on peut faire, répondre, savoir comment on va répondre aux problèmes, savoir si on peut y répondre. Effectivement, comme tu dis, on ne sait pas si on va pouvoir y répondre.
et calculer réellement, avoir une vision plus claire du retour sur investissement, qui est toujours la question fondamentale des entreprises. Qu'est-ce que mon investissement dans cet outil va me rapporter au final, par rapport au coût que je vais dépenser pour l'installer. Donc avec ces solutions-là d'accès au premier niveau en une année de manière gratuite, mais ça ouvre la possibilité de tester ces outils-là. De tester et avoir aussi une réponse quand même un peu objective. Sûr, voilà. Donc c'est pas... C'est pas sur le papier, mais c'est vraiment tester. Non, c'est vraiment d'avoir, donc ce qu'on fait, c'est des proof of concept. Donc on délivre directement un outil, donc que ce soit un dashboard ou un outil manipulable avec spécifique, un outil qui est directement manipulable pour les gens dans l'entreprise directement. D'accord. Voilà. Ben voyez, donc vous n'avez plus d'excuses aujourd'hui, il faut venir vers Valkuren pour mettre en place votre stratégie de data, stratégie de gouvernance de data, et pour pouvoir vraiment, en fin de compte, c'est vraiment augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le rayonnement de l'entreprise sur les réseaux sociaux, sur le marché. Donc il n'y a que des bénéfices derrière. Exactement. J'ai quand même une question qui n'a rien à voir avec les data, c'est Valkuren, ça veut dire quoi? Voilà, donc, les noms d'entreprise, c'est toujours quelque chose. Alors, oui, on me pose souvent la question. Valkuren, c'est en fait les Valkyries en allemand. D'accord. Et donc les Valkyries, en fait il y a plusieurs, C'est les guerrières, c'est ça, hein? Voilà, dans la mythologie, donc c'est par rapport à la mythologie nordique, les Valkyries qui prenaient les soldats au champ de bataille et qui les amenaient vers le Valhalla. Il y a différents degrés de lecture, j'ai envie de dire, au nom de l'entreprise, puisque je suis une femme, donc il m'importait d'avoir un nom qui aussi représente peut-être la féminité. De manière générale. Donc, et la force aussi. Voilà, et la force parce que voilà, on est entrepreneuse, Exactement. Et donc on essaie de développer et de faire en sorte d'améliorer les choses. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis le deuxième degré de lecture, c'est aussi que on peut faire l'analogie vers élever les hommes vers le cloud. Amener les gens vers une autre solution, une autre possibilité, vers un autre monde aussi, voilà, autre chose. Façon de faire les donc choses. Voilà, ça reliait aussi ce lien par rapport aux données et par rapport au cloud de manière générale. C'est très poétique, je trouve, et c'est très vrai dans les deux cas. Et donc, tu as parlé d'entrepreneuse, oui, exactement. Quel est le déclic pour toi pour devenir entrepreneuse? C'est un peu, alors je dirais peut-être que dans mon cas c'est un petit peu particulier parce que j'avoue que j'ai toujours été assez indépendante. Donc j'ai toujours été, pratiquement depuis petite, assez indépendante. Et, entrepreneuse dans l'âme, depuis toujours. Peut-être, voilà, alors que mon papa et ma maman sont fonctionnaires. Donc je suis partie sur autre chose. Mais voilà, et la vie a fait que j'ai eu la possibilité très tôt de pouvoir être accompagnée et de monter une entreprise en Belgique. Donc ça, c'était la précédente entreprise que je dirigeais. Et c'était en fait la filiale d'une entreprise française dans laquelle je travaillais. Et donc, j'ai pu apprendre très tôt comment on construisait une entreprise from scratch, de rien. Et j'ai aussi appris beaucoup pendant ce temps-là au niveau des choses comme la comptabilité, que bon, j'avais vu pendant mes études, mais qui n'était pas non plus... Ça n'a rien à voir avec la réalité. Mon cœur de métier à la base. Tout ce qui est gestion d'équipe, qui est très important, recrutement. J'ai pu toucher pendant ces années un petit peu à tout. On était une petite structure aussi à l'époque, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Et donc, ça m'a aussi appris à savoir quoi ne pas faire en termes de management. Donc, les choses positives et négatives. Et donc, tout ça, ça m'a permis de créer Valkuren. Parce que pour moi, je ne me voyais pas revenir ou partir en fait dans une grosse entreprise ou quelque chose où je pourrais être noyée au milieu d'autres personnes. Et il me tenait vraiment à cœur de construire quelque chose en fait, parce que être entrepreneur, faut pas croire, mais voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Et on ne cherche pas forcément la richesse en tant qu'argent. Moi, ce que je recherche aussi, et c'est vrai que honnêtement, j'ai réellement évolué là-dessus avec Valkuren,
c'est pas la richesse de l'argent que je recherche. C'est le wisdom à l'anglaise. Voilà, C'est être bien. c'est être bien, Oui. avoir des gens avec qui je travaille, Oui. où on peut construire des choses de manière intelligente, mais intelligente, smart, j'ai envie de dire. C'est co-créativité, Voilà. aussi tous ces nouveaux modes de Exactement. fonctionnement et de c'est- management. C'est vraiment ce que je privilégie dans mon entreprise, c'est-à-dire que on a la chance d'être une petite équipe, Oui. et je fais énormément participer les membres de mon équipe Mhm. à tout ce qui est la construction de Valkuren en fait. Hein. On discute ensemble des choses qu'on va faire, Oui. comment on va réinvestir l'argent, sur quoi on se concentre, comment on va faire un peu nos recrutements et l'évolution même des personnes, Oui. savoir vers quoi ils veulent évoluer et comment je peux aussi les accompagner là-dedans, Mhm. parce que la valeur de l'entreprise aujourd'hui, c'est eux. C'est l'humain en fait, Donc- oui, donc, c'est exactement voilà. ça. Oui, oui. Et je dis toujours, en fait, notre slogan HR, c'est In technology we work, in human link we Oui, trust. oui, oui. Donc, Voilà. c'est vraiment, pour moi, on a beau travailler en IT, on a beau développer des super technologies, super innovantes, Oui. si le lien humain n'est pas là, on ne fait Ça ne rien. sert à rien. Voilà. Voilà, exactement. Mais moi, un petit peu, c'est la même réflexion que j'ai faite quand je me suis lancée. C'est parce que la technologie doit être là pour servir les humains, pour améliorer leur vie, leur business et tout cela. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les nouvelles formes de management viennent malgré tout du monde des technologies Ouais. et de l'IT. Et donc voilà, donc ça je trouve que c'est très chouette d'aller vers plus d'humanité. D'ailleurs, on a vu avec la crise, encore une fois, du Covid, il n'y a rien à faire. Il y a cette demande et les nouvelles générations, ils ont... En tant que client, ils n'ont pas envie d'être un numéro, mais en tant que collaborateur, qu'employé, ils ont aussi envie de participer, de partager. Exactement. Et il n'y a pas mieux que de co-créer, de travailler pour grandir ensemble. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Alors, la vie de l'entrepreneur, oui. Hein, donc, c'est des hauts et des bas. montagne russe. Voilà, Exactement. Et donc, moi, je pense personnellement que le développement personnel est très, très important et ça doit être un pilier fondamental quand on crée une entreprise, quand on devient entrepreneur ou même quand on est dirigeant d'entreprise. C'est vraiment fondamental. Alors, pour toi, qu'est-ce qui t'aide à te ressourcer, à trouver de la motivation? Où est-ce que tu vas chercher tout cela? Parce que les moments difficiles, il y en a, ça c'est sûr. Des moments difficiles, il y en a, c'est sûr. Alors, moi je viens de France, d'une petite ville dans le sud-ouest de la France, Oui. et où on a les Pyrénées, on a les Oui. montagnes, on a Oui. des lacs superbes. Malheureusement, en Belgique, c'est un peu compliqué de retrouver cet environnement, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu le retour à la nature qui me permet de couper ces choses, oui. de couper vraiment du travail. Voilà, alors c'est des séjours en Ardennes où vraiment on coupe, sortir du monde tout. Oui. Voilà, déconnecter vraiment et se reconcentrer un petit peu sur soi. Ça permet de faire un petit peu, de faire une petite réflexion interne et d'être plus sereine, etc. Donc ça, c'est des petits moments au cours de l'année qui vont pas être forcément chaque semaine, bien sûr. Hein. Non, c'est en fonction du temps, mais c'est important de toute façon pour avancer, pour progresser, de savoir s'arrêter. Et les entrepreneurs sont en général submergés par le travail et c'est pas pour cela qu'ils avancent, c'est plutôt le contraire. La productivité, c'est souvent savoir s'arrêter, prendre le temps, réfléchir pour avancer mieux. Voilà, et puis au quotidien, j'ai besoin de me dépenser de manière physique, voilà, pour décharger un peu la charge de la journée. Et donc, et donc ça fait depuis quelques temps déjà que je fais un peu de boxe. Et ça me fait vraiment du bien. Et c'est vraiment un sport génial. Et j'ai la chance d'avoir une coach géniale. Donc, ça me permet de défouler, de décharger le stress de la journée et d'être plus tranquille le lendemain quand je reviens au bureau. Comment c'est new, hein. Voilà. J'ai vu aussi que tu aimais pas mal les challenges. J'ai vu ta vidéo où tu sautes au parachute. Oui, exactement. Oui. Ça, J'aime bien un petit peu les challenges. Oui. J'aime bien un petit peu tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, si on peut dire. Même si il n'y a pas de normes spécifiques à avoir. Mais c'est à chacun de trouver. Exactement. Et donc pour moi, j'ai toujours besoin un petit peu des fois, à certains moments, de pousser un petit peu le curseur. Sortir de sa zone de confort. Voilà, sortir. J'ai ma moto, que je fais de la moto aussi, je conduis. Alors je suis une motarde du dimanche, mais voilà, j'aime bien rouler en moto de manière tranquille parce que j'ai vieilli un peu, mais voilà. J'aime beaucoup ça.
Voilà, ça me permet de faire différentes choses et de pousser des fois un petit peu le curseur un petit peu plus loin pour me dire, ben voilà, tu as dépassé ta limite, tu fais un effort et je pense que ça se reproduit aussi dans le travail. Oui, j'en suis convaincue. Chaque jour, on doit faire un petit effort pour sortir de sa zone de confort et pour forcer un petit peu plus les choses et faire en sorte que ça avance. Et en tant qu'entrepreneuse, quel a été ton plus grand challenge? En fait, mon plus gros... celui qui t'a marqué le plus, en fait. Mon plus gros challenge, je crois que je suis en train de le faire maintenant. D'accord. En fait. Mon plus gros challenge, c'est vraiment de développer Valkuren et de faire en sorte que Valkuren soit reconnu comme une entreprise qui est capable de travailler les données et d'apporter vraiment de la valeur aux entreprises. Et de pouvoir les aider de manière concrète. Donc je crois que le plus gros challenge pour moi, il est là. On est en train de passer un cap. Oui. Donc c'est un peu ma petite fierté. Oui. Elle peut être ta grande fierté. Hein. Voilà. Les femmes, on a tendance à ne pas vraiment mettre en avant les choses qu'on fait. Donc voilà, mon plus gros challenge, il est là aujourd'hui. Oui. Et voilà, j'espère que c'est pas fini. Et que... Ben, c'est pas fini, c'est un beau challenge et je suis sûre que tu vas y arriver. Hein. Alors, les challenges, ici, c'est pas un challenge, mais plutôt ton engagement en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, pour les autres femmes. Donc, à la fois pour sensibiliser, à la fois pour les inciter aussi, hein, parce que les femmes souvent restent aussi dans des métiers très traditionnels, donc qui sont à risque avec tout ce qui arrive, intelligence artificielle et compagnie. Alors, tu es leader, j'ai vu, de Women in Big Data. Oui, voilà. Donc, il y a fin avril, j'ai repris. En fait, je suis en train de créer donc, ce qu'on appelle le Bruxelles Chapter pour l'organisation Women in Big Data. On va faire un gros event à la rentrée avec un peu différents clusters féminins aussi. C'est-à-dire qu'il y aura Women in AI. Et différentes, le Women in Tech Bruxelles et différents autres clusters. Le but, c'est pas de rajouter un cluster pour ajouter un cluster, c'est vraiment essayer d'agréger tout le monde et de pas confronter différents, parce que la seule importance ici, c'est quoi le but de l'organisation? C'est vraiment faire du networking, c'est important, parce qu'il faut se faire connaître, il faut ramener, il faut créer du lien avec les femmes de manière générale, que ce soit les femmes dans les études ou après, qui sont en reconversion potentielle, mais aussi d'avoir une partie de mentoring, de training, et donc il y a tous ces aspects-là qui vont être développés. Et d'ailleurs, Sana, on cherche des bénévoles qui vont travailler avec nous, donc tu seras avec plaisir. Voilà, tu seras la bienvenue pour continuer cela avec nous. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient au cœur, qui m'a toujours tenu à cœur, puisque ça avait commencé avec le Women in Tech à Bruxelles, avec Lubna à l'époque et Victoria maintenant. Et puis, il y a eu le Inspiring 50 l'année dernière, où il y a eu une 50aine de femmes qui ont été élues pour faire une communication vraiment globale en Belgique sur qui sont ces femmes qui travaillent dans la tech aujourd'hui, voilà, pour avoir un petit peu une visibilité plus grande et dire que c'était possible et qu'il y avait tout un panel de femmes différentes et tout un panel d'activités différentes. Oui, ça aussi c'est intéressant de voir que les activités sont fort différentes et souvent complémentaires aussi. Exactement. Donc il n'y a pas d'exclusion, c'est vraiment ensemble. Donc voilà, c'est vraiment ce partage-là, parce que je vois même au sein de mon entreprise, j'essaye d'avoir une parité. Oui. C'est difficile. C'est compliqué parce que je reçois beaucoup de CV hommes, bien sûr, quand je lance des offres d'emploi ou des offres de stage. Et donc, qu'est-ce que je fais principalement pour trouver des femmes? En fait, je suis plus obligée d'aller les contacter sur LinkedIn. D'accord. Donc, je reçois moins de CV de femmes, donc j'essaye d'aller directement les chercher pour essayer d'avoir leur CV, pour essayer de discuter avec elles, du projet, de la possibilité d'évoluer sur certaines choses. Voilà. Mais c'est normal que tu ne trouves pas assez, pour la simple raison que dans les universités, il n'y a pas assez. Donc moi, je donne cours encore à l'UNAMUR, en informatique. En général, c'est quand j'ai 3-4 filles, je suis déjà dans le top sur 60 ou 70 personnes. Donc je pense qu'environ, si mes souvenirs sont bons, c'est autour de 8%, 10% dans les études scientifiques de manière globale, et dans les technologies, et encore moins. Et pour moi, c'est un travail vraiment à faire dès les petites écoles.
Et c'est aussi la visibilité, l'échange avec les professeurs, mais dans les classes des petits même, ou des adolescents. Des petits, il faut commencer très tôt, parce que fin de primaire, c'est déjà fait. Hein. Moi, je suis un garçon, je suis plus technique scientifique, moi, je suis une fille, je suis plus à côté. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut travailler fort sur la partie enseignement qui ne connaissent pas ces domaines-là non plus, qui leur sont étrangers. Je pense qu'il faudrait des formations pour les enseignants sur ces domaines, et de manière générale déjà, et qui comprennent que une petite fille peut évoluer dans ce métier aussi, et les parents. Et je pense qu'il y a la société. Voilà, je pense que les parents aussi, moi c'est ce que je dis, hein, j'ai toujours été, depuis petite, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur à la maison, ou dans la classe de mon papa, et donc on était souvent, on était devant l'ordinateur très tôt, et c'est quelque chose qui me choquait pas, donc j'ai évolué dans cet environnement-là, et forcément mon papa m'a poussé à faire des mathématiques aussi, et donc du coup j'ai suivi ce cursus-là. Donc je pense que le travail sur les parents est aussi important, sensibiliser les parents dès les écoles, dès les petites écoles en fait. Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut travailler sur plusieurs dimensions, et c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important, qui m'intéresse beaucoup. Et tout ce qui est apprentissage, et aussi les nouvelles formes d'apprentissage, donc éduquer à ce que les filles, dès le petit âge, qu'elles aient leur place, qu'elles osent, qu'elles fassent la même chose, qu'il n'y ait pas de différence déjà dès le départ. Les profs, parce que parfois les profs c'est plutôt le contraire. J'ai eu des cas de filles qui me racontaient que c'est les profs qui leur disaient qu'il ne fallait pas aller vers les métiers techniques, parce qu'il y a toujours, parce qu'un prof c'est quelqu'un qui, je ne sais pas une généralité bien entendu, et donc les professeurs, c'est aussi les formes d'apprentissage, qu'est-ce qu'on va apprendre, et aujourd'hui c'est vrai que c'est un sujet aussi complètement important et très vaste. C'est quelle forme d'apprentissage aussi, parce que les technologies, ça demande un mindset différent, un esprit plus de créativité, d'autonomie, ce que pas nécessairement aussi aujourd'hui est privilégié dans les écoles. Mais je pense qu'on n'aura pas l'occasion cette fois de faire le tour de ce sujet qui est très très vaste. Voilà. Alors pour terminer, quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, femme ou homme? Parce que je pense que de toute façon, les deux doivent fonctionner ensemble et travailler ensemble pour construire un meilleur monde. Pour moi, un des conseils que je donnerais, c'est de prendre son temps, mais de savoir découper la montagne en tranches. C'est vraiment, parce que souvent, alors là pour le coup, ça peut arriver aux hommes et ça arrive beaucoup aux femmes, c'est cet esprit trop perfectionniste, et je l'ai eu au départ. On veut toujours que des femmes. Tout soit parfait, et on n'ose pas forcément faire les choses ou publier des choses, ou mettre des choses à la vue de tout le monde tant que ce n'est pas parfait. Et alors je dirais que c'est Sheryl Sandberg qui disait ça, c'est done is better than perfect. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire les choses même si c'est pas parfait, parce qu'on apprend, et en informatique on parle de méthode itérative aussi. Donc c'est vraiment, on s'améliore à chaque fois. Donc l'important c'est de faire, de commencer à faire quelque chose. J'ai aussi d'autres messages dans mon bureau où j'ai plusieurs cadres comme ça avec des petits messages, et donc c'est done is better than perfect, et every day, small step, every day. Donc ça, c'est chaque jour faire une action pour développer son entreprise, même si ça reste une petite action. Oui, mais qui fait avancer, en fait, qui nous donne aussi le courage et la motivation pour continuer à avancer. Et bien sûr, prendre en compte, donc ça c'est important, il ne faut pas non plus se griller les ailes, prendre en compte son business plan, prendre en compte son financement, ce qu'on est capable de mettre sur la table, savoir que moi j'ai dû recommencer Valkuren en faisant mon fonds de roulement au départ pour pouvoir réinvestir derrière. Donc au début je me payais beaucoup moins pour pouvoir garder de l'argent sur ma société, pour pouvoir réinvestir derrière, pour pouvoir embaucher des personnes. Donc voilà, ça me tenait à cœur, et donc il faut savoir travailler son business plan pour pouvoir se donner la possibilité derrière de s'orienter correctement.
Oui, donc Voilà. il faut aussi viser grand, comme on dit toujours, mais commencer petit à petit et mettre en place des petites stratégies. Merci beaucoup Valérie pour cet Merci, entretien Sana. et pour ces échanges vraiment C'est un tout grand magnifiques, plaisir. formidables. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses avec nous. Parfait. Et bonne continuation et je te souhaite beaucoup de succès et le Merci. meilleur. Toi aussi. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Si vous avez des questions à Valérie, n'hésitez pas. Je mettrai, si tu permets, ton adresse à la fin de la vidéo. Et aussi dans les commentaires, vous pouvez mettre vos questions et on reviendra vers vous avec les solutions. Merci encore une fois et à bientôt.